tu viens de sortir aux éditions Prisma un bouquin absolument passionnant, qu'on dévore facilement, qui est Le destin de 10 samouraïs. Mais avant de parler de quelques-uns de ces samouraïs, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quand apparaissent les samouraïs? Alors les samouraïs, d'abord on va dire qu'on va considérer le terme samouraï comme un terme générique. Dans l'histoire il a été employé, perdu, et puis employé de nouveau. Et nous on a pris l'habitude, aussi bien d'ailleurs que les Japonais, d'en faire, on va dire, un terme générique qui désigne le guerrier dans l'époque, dans le Japon ancien, pardon. Il se forme, cette catégorie militaire en fait se forme très progressivement. On voit les prémices se former autour du 8e siècle en fait, avec une élite guerrière qui combat à cheval. Ça c'est un trait caractéristique très important, qui combat à cheval et qui dans un premier temps sert d'ossature, dirige les grandes formations d'infanterie, un peu calquées sur le modèle chinois, que le pouvoir impérial embryonnaire déploie sur le champ de bataille pour étendre son territoire, notamment dans l'Est, dans la plaine du Kanto. Et c'est justement de cette plaine du Kanto que vont émerger les samouraïs. Pourquoi ? Parce que c'est l'une des seules régions en plaine déjà du Japon. Elle est donc favorable à l'élevage équestre. Et donc de ce rapport au cheval va naître l'archerie montée, qui est dans un premier temps la caractéristique, la méthode de combat des samouraïs. Ces guerriers vont dans un premier temps être au service de l'aristocratie impériale. C'est les hauts membres de cette aristocratie, donc qui sont des princes du sang ou des nobles de haut rang, sont des propriétaires terriens, des gouverneurs qui naturellement délaissent un petit peu leurs propriétés et leurs terres pour rester au contact de l'empereur et au plus près des cercles du pouvoir. Donc ces samouraïs sont dans un premier temps un petit peu, font office de fonctionnaires armés sur les terres des gouverneurs pour lesquels ils officient, et puis de décennie en décennie, de siècle en siècle, ils vont se rendre compte que ce pouvoir d'exercer la force publique sur des domaines peut s'associer aussi à un pouvoir politique. C'est d'autant plus vrai qu'ils sont assez méprisés par les nobles qu'ils servent. On les considère comme des rustres, peu familiers des usages de la cour, dont le métier des armes est naturellement assez mal considéré dans cette société extrême orientale marquée par le confucianisme qui déconsidère la fonction militaire. Et donc progressivement ils vont se rendre compte de leur pouvoir et devenir eux-mêmes des fauteurs de troubles, c'est-à-dire fomenter des révoltes que d'autres samouraïs seront appelés à réprimer. Et cette montée en puissance est caractérisée par... s'étale sur un temps assez long, et les premiers grands chefs samouraïs, grands clans samouraïs qui émergent sont des chefs dont les origines se sont associées à la maison impériale, à des cadets de famille ou à des rejetons, des cousins de l'empereur qui ont été éloignés pour une raison ou une autre du centre de l'Empire, et qui ont formé des clans, des maisons armées derrière eux. Ces deux grands clans sont les Taira et les Minamoto, dont le pouvoir et l'influence auprès de la maison impériale vont grandir au fil des temps, jusqu'à devenir vraiment prépondérantes au cours du XIIe siècle. Là, à cette époque-là, ce sont les Taira qui ont plutôt la main mise sur la maison impériale. Ils se sont rendus complètement indispensables, ils se sont immiscés dans tous les rouages de la machinerie impériale. Les Minamoto défient leur autorité, le conflit dégénère, chaque clan se range au service d'un prétendant au trône impérial, dont il a évidemment fait un petit peu son jouet, son pantin. Le conflit sera la guerre des Genpei, qui est vraiment un grand conflit fondateur, et qui est un petit peu la guerre de Troie, si j'ose dire, de la civilisation japonaise. Et les Taira sont vaincus, et les Minamoto sortent vainqueurs de ce grand conflit qui les oppose entre 1180 et 1185. À la suite de quoi, le premier shogunat est formé en 1192 par Minamoto no Yoritomo, donc le suzerain du clan Minamoto. Le shogunat n'est pas tout à fait une nouveauté, au sens où des shoguns ont déjà existé par le passé, des chefs militaires, des sortes de dictateurs nommés pour un temps déterminé ont déjà été désignés par la cour, mais c'est Yoritomo qui, le premier, va souhaiter en faire un statut permanent, voire héréditaire, puisqu'en fait il envisage dès le début de former une sorte de dynastie. Hélas, cette dynastie lui survivra très peu de temps, puisqu'un autre clan prend rapidement le relais, connecté au Minamoto, et puis donc ce shogunat, ce gouvernement sous la tente, comme il se surnomme, ce bakufu,
s'installe à Kamakura, dans cette plaine du Kanto dont nous avons parlé, à proximité de la future Tokyo. Donc ces deux grandes aires géographiques rivales que sont le Kansai et le Kanto sont déjà bien déterminées. Là, de là va commencer un petit peu la grande épopée des samouraïs. Est-ce que les samouraïs se posent en rival de l'empereur? Ah oui, dans un premier temps, c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que le shogun, contrairement à ce qu'on dit parfois, il ne s'agit pas d'un coup d'État au sens où le souverain, l'empereur, n'est pas soudainement privé de toutes ses prérogatives. Les samouraïs installent un régime parallèle et vont apprendre beaucoup en fait de la cour impériale. Ils vont lui emprunter de plus en plus d'usages, tout en préservant bien leurs propres pratiques. Parce que si les nobles les méprisent, eux-mêmes regardent les nobles comme des aristocrates efféminés et ne veulent surtout pas perdre leur valeur martiale, leur valeur guerrière. C'est d'ailleurs à cette époque que commencent à se construire les valeurs chevaleresques qui vont devenir celles du Bushido bien des siècles plus tard. Donc les samouraïs, c'est à la fois un pouvoir militaire, mais aussi un pouvoir politique. Oui. La raison pour laquelle la pérennité du shogunat va être assurée, c'est la capacité des Minamoto et de leurs successeurs à concevoir une sorte de chaîne de vassalité, une sorte de féodalité à la japonaise, qui va progressivement implanter des représentants dans chacune des provinces, grignoter sur les prérogatives politiques civiles de l'administration impériale, jusqu'à pratiquement se substituer à elle, et réduire l'empereur et sa cour à un rôle purement formel et sacerdotal beaucoup plus tard. Là, cette espèce de bascule s'effectue plutôt entre les 14e et 15e siècles. À ce moment-là, l'empereur est vraiment privé de tout rôle politique. La dernière grande tentative de l'empereur, après il faudra attendre le 19e siècle, la dernière grande tentative de l'empereur pour recouvrer la haute main sur les affaires de l'État, c'est ce qu'on appelle la restauration Kenmu, qui a lieu entre 1333 et 1336, donc une très brève parenthèse en fait, et qui échoue assez rapidement, parce que l'empereur est dans une espèce de vision complètement anachronique et croit revenir à un âge d'or du pouvoir impérial. Or en fait il n'a fait que jeter des clans contre d'autres, chacun y voyant son intérêt, et les clans n'ont soutenu l'empereur que parce qu'ils avaient quelque chose à y gagner. Or, voyant que les samouraïs, que les guerriers pourraient bien y perdre au profit d'une administration civile dont plus personne ne veut, rapidement ils instaurent leur propre shogunat, un nouveau shogunat, celui des Ashikaga, qui va s'installer à Kyoto, revenir donc dans le Kansai. Et pourquoi les samouraïs n'ont jamais remplacé l'empereur? Alors ça, c'est une vaste question qui n'est pas complètement tranchée. Il y a quand même une espèce de dimension sacrée chez la personne impériale au Japon, qui va être largement instrumentalisée et renforcée à partir de la fin du 19e siècle, et évidemment au début du 20e siècle avec les conséquences désastreuses que l'on sait. Mais cette idée que la maison impériale puise son origine dans la nuit des temps, dans un Japon mythique, qui se perd complètement dans les brumes de la mythologie, elle est quand même assez présente dans l'imaginaire populaire, dans la littérature. Les guerriers ne vont finalement pas remplacer cette figure-là. Et puis il y a une espèce de tradition du pouvoir derrière le trône. Le pouvoir n'est quasiment jamais exercé par celui qui détient le mandat officiel. C'est-à-dire que souvent l'empereur est lui-même le jouet de l'empereur retiré, de son prédécesseur, souvent son père, mais pas nécessairement. Ça peut être le cas on a des figures aussi féminines qui se sont illustrées. Le shogun va ajouter un écran. Il est lui-même parfois le jouet du shogun retiré. Ce sera le cas pour certains grands shoguns Tokugawa ultérieurement. Et puis parfois le shogun est lui-même l'instrument de grands féodaux qui le manipulent à sa guise. Donc ça fait une espèce de superposition, de millefeuille administratif, comme on dirait maintenant pour employer un anachronisme, mais qui a quelque part sans doute favorisé cette déliquescence progressive du pouvoir central japonais. Ouais. Alors pour revenir aux samouraïs et à leur utilité, on se rend compte en lisant ton livre qu'il y a quand même beaucoup de samouraïs. Il y en a partout dans le pays, dans toutes les armées. À quoi servent les samouraïs, notamment quand ils sont soldats? Est-ce que ce sont des chefs? Est-ce que ce sont des soldats? Ça correspondrait à quoi dans nos armées européennes? Le problème, c'est que ça correspondrait à beaucoup de choses. Alors, comme dans nos armées européennes, on avait des titres pour désigner les différents rangs qui composent une armée. Au départ, le samouraï est plutôt celui qui combat à cheval et qui va être assisté de ce qu'on pourrait désigner comme un écuyer, un page, au sein de petites unités tactiques, dans le cadre de duels d'archerie, en fait, qu'on
pourrait désigner de la sorte. Et avec l'époque Sengoku, donc l'éclatement du pouvoir central, nous disions, et son effondrement et l'éclatement de l'archipel en différentes petites principautés rivales, là on voit apparaître ce qu'on appelle les daimyo, qui sont un peu l'équivalent de nos ducs, qui sont des super samouraïs, des chefs de guerre, des seigneurs de guerre, qui se taillent des principautés à leurs mains. Et cette espèce de climat de guerre, de lutte permanente va évidemment favoriser l'explosion des effectifs des armées. Et à ce moment-là, effectivement, le statut de samouraï embrasse une diversité sociologique très importante. On va du simple fantassin, ce qu'on appelle les ashigaru, c'est-à-dire les pieds légers, ceux qui courent derrière la cavalerie, derrière leur maître à cheval, hein, qui sont en fait tout simplement des paysans, des combattants saisonniers, hein, jusqu'au daimyo dont on parlait. Et il faut attendre Hideyoshi, la fin de la période Sengoku, pour que les classes sociales soient très nettement délimitées et que la perméabilité, qui avait permis précisément à Hideyoshi d'accéder au statut suprême, se referme. L'ascenseur social, et pour employer un autre anachronisme, se grippe définitivement. Alors, autre question qui est fascinante, parce que ça c'est assez mystérieux, c'est comment on devient samouraï. Il n'y a pas de... On ne retrouve pas chez les samouraïs d'adoubement, d'équivalent précis des cérémonies, des rites initiatiques en fait, qui font d'un jeune Européen un chevalier dans notre Europe médiévale. Les cérémonies de passage à l'âge adulte sont communes à différentes classes sociales et pas uniques aux samouraïs, pas exclusives aux samouraïs. Elles sont peut-être teintées d'un caractère un peu plus martial dans les familles de guerriers, mais on n'observe pas de rite initiatique à proprement parler. D'ailleurs, plusieurs grands chefs vont entrer dans les ordres, hein, parmi les plus connus, hein, je pense à Takeda Shingen par exemple, mais l'histoire en est remplie de chefs samouraïs qui sont entrés dans les ordres, donc ils sont officiellement un peu les équivalents de nos abbés ou de nos évêques et qui continuent d'exercer des activités politiques et de mener leurs armées au combat et de verser le sang eux-mêmes. Hein. Donc c'est un statut qui n'est pas clairement défini, qui est extrêmement poreux, perméable. Beaucoup de guerriers s'autoproclament, il suffit d'avoir une arme ou un petit peu de charisme et d'agréger une bande autour de soi pour espérer, dans la période chaotique qu'est l'époque Sengoku, se tailler un domaine et voire plus si affinité. On ne peut pas considérer que ce soit une classe bien fermée. Est-ce que le statut des samouraïs a été constant du 13e où ils s'affirment jusqu'au 19e où ils vont finir par disparaître ? Est-ce qu'il y a une espèce de constance dans le statut du samouraï ? Est-ce qu'il a toujours la même fonction, la même importance dans la société japonaise ? Les deux grandes, l'époque charnière, encore une fois, c'est cette fin de l'époque Sengoku, c'est la bataille de Sekigahara qui est vraiment sans doute la bataille la plus importante de l'histoire du Japon, qui a lieu en 1600, donc changement de siècle, changement de donne historique, et puis surtout retour peu de temps après à une paix civile qui va durer 2 siècles et demi. Donc on passe de plusieurs siècles pendant lesquels le samouraï est d'abord un guerrier au service de ses propres intérêts, ne l'oublions pas, puis de son maître, des intérêts de son maître. On passe donc de cette figure-là, qui est d'abord un professionnel de la guerre, à celle d'un bureaucrate. En fait, une fois la paix civile revenue, il faut redonner une légitimité à la supériorité politique du samouraï, que le simple fait d'être le seul à détenir les armes ne suffit plus à légitimer. Hein. Et par conséquent, le samouraï devenu bureaucrate là, va troquer son sabre contre le boulier, contre la plume, va devenir ou bien comptable, médecin, enseignant, va essayer de se maintenir quand même dans les échelons supérieurs de la société. Mais à partir de ce moment-là, le statut évolue considérablement. Les textes philosophiques ou les penseurs du temps essayent de faire en sorte qu'il ne perde pas ses qualités de combattant au cas où, mais comme on le verra, avec un bonheur plus ou moins mitigé. Les samouraïs vont disparaître à la fin du 19e siècle, en tout cas dans la seconde moitié du 19e siècle. Est-ce que tu peux nous raconter comment ils disparaissent et surtout pourquoi ils finissent par disparaître ? C'est un cas assez particulier et, autant que je sache, unique dans l'histoire, ou d'une espèce de... en tout cas, c'est ainsi que l'histoire populaire l'a figé, de suicide d'une caste dominante. On a l'impression
par une lecture superficielle de l'histoire, que les samouraïs auraient abandonné au service du bien commun le pouvoir qu'ils avaient sur le peuple, sur la nation japonaise. Alors en gestation, puisque là on est effectivement au milieu du 19e siècle, et la conscience politique commence à s'éveiller sous l'influence des visiteurs occidentaux, américains. Mais en fait, il faut bien comprendre que les samouraïs jouent un rôle double dans cette restauration Meiji, pour la nommer, c'est-à-dire ce retour de l'empereur au sommet de l'État. Parce que les samouraïs sont à la fois les instruments de l'empereur autour du sommet de l'État et ceux qui le combattent. C'est-à-dire que dans cette guerre civile, on a à la fois des samouraïs qui ont pris le parti de l'empereur en espérant bien en tirer leur intérêt, et puis ceux qui défendent depuis des décennies, voire des siècles, le parti du shogun, parce qu'ils ont bénéficié de ses bienfaits depuis cette même bataille de Sekigahara qui scinde le pays en deux camps pour 2 siècles et demi. Et alors donc ces samouraïs, ceux qui l'emportent du moins, c'est-à-dire Saigo Takamori, sur lequel on reviendra peut-être, celui qui fait souvent figure de dernier samouraï, ces samouraïs qui l'emportent, ils ne souhaitent pas évidemment, ils n'entrevoient pas tout ce que va produire la restauration Meiji, c'est-à-dire une modernisation du pays vraiment à marche forcée, un alignement sur les critères occidentaux. Ils sont d'ailleurs dans une position assez équivoque. Certains des samouraïs et des clans les plus xénophobes, ceux qui vont commettre de nombreux attentats contre des dignitaires ou des plénipotentiaires étrangers, sont aussi ceux qui vont accueillir le plus rapidement les nouvelles technologies, les nouvelles techniques occidentales, parce qu'ils perçoivent qu'il faut passer par là pour espérer la survie de leur pays et donc par extension de leur clan. Ils viennent de voir ce qui s'est passé en Chine, le sort assez peu enviable qu'on a réservé à la Chine. Ils voient que la colonisation de l'Asie se poursuit, et donc, à l'école de l'Occident, ils réagissent de manière assez naturelle en se disant, pour que notre pays survive et conserve sa grandeur, il lui faut une armée forte, dont nous serons bien sûr le fer de lance, il lui faut une nouvelle constitution, et là on va s'inspirer des modèles occidentaux, donc une monarchie parlementaire à l'époque de Napoléon III, de Bismarck, de l'Angleterre victorienne, ça paraît pas complètement idiot, hein. Ce sont encore les modèles qui font les modèles planétaires, hein, qui connaissent un rayonnement international à l'époque, dans le concert des nations. Donc le Japon va s'en inspirer très largement. Et puis il faut un empire colonial. À l'époque, tout le monde en parle. Tout le monde en parle de façon extrêmement naturelle. Ce n'est pas être belliqueux, belliciste ou expansionniste que d'apporter les lumières de la civilisation à ses voisins, quand on entend jouer un rôle politique de premier plan à l'échelle internationale. Donc les Japonais se mettent à l'école de l'Europe, mais tout en essayant, de l'Occident, parce que l'Amérique ne fait pas non plus exception dans son influence, tout en essayant de conserver leur caractère propre. Et puis c'est ce tiraillement, cette espèce de position intermédiaire entre les deux qui, quelque part, va aboutir à la fin des samouraïs par anachronisme. Les samouraïs doivent cesser d'exister en tant que classe dominante. Alors les petits voient leur rente, leur rémunération en koku, c'est-à-dire en riz, convertie en obligations, mais hélas ils sont assez rapidement ruinés par les changements boursiers. Les grands transforment leur domaine en département, en préfecture. Et voilà comment progressivement le changement s'effectue. Alors les grands chefs samouraïs, pour les plus malins et les plus prévoyants d'entre eux, parviendront à se reconvertir dans le commerce. Certains sont les fondateurs des célèbres Zaibatsu, qui sont les premières grandes compagnies et grandes firmes japonaises qui ont prospéré depuis lors. Et puis d'autres vont devenir d'hommes politiques, vont rester a priori dans les couches supérieures de la société, mais un certain nombre, ils sont très nombreux, ils sont plusieurs millions, va être frustré de ces changements politiques majeurs. Ce sont ceux qu'on retrouvera dans les dernières grandes rébellions samouraïs, les derniers feux de la révolte s'éteignant à Kagoshima en 1877. Donc on est déjà très proche de nous, en 1877. En fait, je ne sais pas s'il faut vraiment fixer une limite. La figure du samouraï, plus que le samouraï à proprement parler, effectivement, est récupérée dès le 19e siècle. Dès la fin de la restauration Meiji, on commence déjà à voir apparaître une forme de récupération.
Saigo Takamori, dont on parlait, le fameux dernier samouraï, en tout cas c'est ainsi qu'il a laissé son empreinte, alors qu'il avait été considéré comme un renégat. Il mène quand même une rébellion ouverte contre l'empereur qu'il a soutenu et dont il a été l'un des généraux, le créateur de l'armée impériale, c'est lui, hein, c'est lui qui a contribué à la former sur un modèle occidental, donc il n'est pas du tout le conservateur qu'on voit dans le film. Enfin, il est à la fois le conservateur, mais il n'est pas du tout réfractaire à l'usage des armes à feu, et il ne se bat pas comme à l'époque Sengoku. Donc ce personnage, il est réhabilité très peu de temps après sa mort. À la fois pour complaire à la frange un peu dure et traditionnaliste des samouraïs qui tiennent encore, même si leur statut a été aboli, qui tiennent encore certains leviers du pouvoir, notamment dans l'armée bien sûr, mais aussi, on l'a vu, dans le domaine de l'économie et de la politique. Cette figure, donc, elle est réhabilitée, et puis à travers lui, à travers d'autres, celle de Musashi, de Miyamoto Musashi aussi, qui est un personnage extrêmement populaire et précisément plus proche donc, des couches basses de la société, et donc plus apte à diffuser ses valeurs assez largement. Ces figures-là, à travers ces personnages, le samouraï et ses valeurs se diffusent dans la société, et c'est assez paradoxal d'ailleurs de constater que cette société japonaise, qui avait parfois souffert de la domination des samouraïs, parce qu'il représentait un poids important, une charge financière, des bouches à nourrir dans un pays dont l'agriculture, dont les rendements agricoles n'ont jamais été connus pour être particulièrement élevés. Donc il y a eu aussi de la détestation et des rapports de force, et sans doute une ambiance assez délétère, hein. Mais d'un seul coup, le samouraï devient un idéal pour toute la patrie, et c'est d'autant plus favorisé par le pouvoir qu'on commence à militariser la nation en vue de la préparer donc à cette expansion coloniale et aux grands conflits dont certains commencent déjà à entrevoir les prémices, hein. Les rapports s'enveniment progressivement, d'abord avec la Russie, hein, c'est la guerre russo-japonaise du début du XXe siècle, puis un peu ultérieurement avec les États-Unis. Enfin, ces rapports de force se construisent, et on a besoin d'une figure martiale pour préparer le pays à la fois physiquement et intellectuellement, qui soit proprement japonaise bien sûr. Quel meilleur personnage que le grand héros aux valeurs frugales et ascétiques, prêt au sacrifice ultime en permanence. Le samouraï paraît être évidemment un idéal à promouvoir auprès de tous. On va passer à une autre chose qui est très importante, qui là aussi alimente les fantasmes des Européens, c'est le fameux Bushido. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est ce fameux Bushido et à quoi les samouraïs s'obligent, à quoi ils ne s'obligent pas et où ça peut les conduire? Alors le Bushido se formalise au milieu du XVIIe siècle. Il emprunte à une longue tradition évidemment d'éthique chevaleresque, parfois orale, parfois écrite, hein. On a conservé la trace de plusieurs codes, de plusieurs ensembles de préceptes, d'aphorismes, de recommandations faites le plus souvent par des daimyos, par des seigneurs, parfois par des intellectuels, ce qu'on pourrait désigner sous le nom d'intellectuels. Mais il se formalise vraiment avec la paix et avec le retour en force au Japon d'une doctrine qu'on appelle le néo-confucianisme, qui est en fait une doctrine d'origine chinoise, hein, évidemment inspirée de la philosophie de Confucius, qui fait fleur au Moyen-Âge en Chine sous la dynastie Song, et qui prône en fait une assez stricte séparation des classes. Il se trouve que dans le néo-confucianisme originel, la fonction militaire n'est pas du tout la fonction dominante, hein, comme on peut le supposer, puisque la Chine n'a pas du tout les mêmes traditions politiques. Mais dans sa version japonaise, il faut asseoir la légitimité du samouraï. Donc cette imperméabilité, cette hiérarchie des classes sera en faveur du samouraï. Elle prône également, et ça ce sont des ajouts qui sont beaucoup moins visibles dans les ouvrages qui forment un peu la matrice du Bushido, elle prône la piété filiale, elle prône donc l'obéissance à l'autorité, enfin autant de vertus qui sont naturellement favorables à l'exercice du pouvoir par les Tokugawa, et surtout qui favorisent une stabilité, parce que la grande hantise de l'époque, c'est de retomber dans le chaos de l'époque Sengoku, qui est encore dans toutes les mémoires. Donc c'est à ce moment-là que le Bushido se formalise. Alors évidemment on les connaît, hein, les grandes valeurs, la loyauté absolue jusqu'à la mort à son seigneur, la courtoisie, enfin on
énombré un certain, enfin, ces principes sont assez communs en fait à toutes les éthiques chevaleresques qu'on peut retrouver à travers le monde, donc elles n'ont rien de particulier aux samouraïs. En revanche, ce qui a sans doute d'assez exclusif aux samouraïs, c'est le fait qu'elles aient été vraiment poussées à leur paroxysme, qu'elles aient été vraiment théorisées, réfléchies, polies, et on peut l'imaginer appliquées autant que possible, en tout cas avec l'avènement de la paix, par un certain nombre de samouraïs qui représentent une part non négligeable de la population, hein, par rapport à ce qu'ont pu être nos chevaliers par exemple. On estime que dans certains clans, comme par exemple les Shimazu, qui sont les clans parmi les plus conservateurs, et à la proportion de samouraïs la plus importante, on estime que cette proportion a pu atteindre les 10%, hein, donc c'est évidemment très très important. Et ce Bushido, alors il va subir un certain nombre d'évolutions. L'une des évolutions les plus importantes, elle nous vient donc d'un homme qui est docteur, hein, qui est médecin de son état, qui s'appelle Nitobe Inazo, et qui a vécu aux États-Unis, donc qui parle couramment l'anglais, qui écrit directement ce texte en anglais, qui s'intitule Bushido, l'âme du Japon, et c'est un petit peu ce texte-là qui va vraiment faire école, se diffuser à travers le monde, et en confrontant des valeurs chrétiennes aux valeurs japonaises, essayer de lisser un petit peu une image qui est beaucoup plus dure, hein, beaucoup plus ascétique et beaucoup plus presque fanatique, on pourrait dire. Et qui va donc donner une image beaucoup plus humaniste en fait du Bushido à travers le monde et contribuer très largement à sa popularité. La dernière couche étant fournie par la diffusion très massive des arts martiaux japonais dans la seconde moitié du XXe siècle. Où là, on retrouve un petit peu ces valeurs fondatrices. Dans ton livre, tu racontes l'histoire de 10 samouraïs, 10 destins incroyables. Donc effectivement, ils ont des destins avec des rebondissements, c'est souvent des vies d'aventures politiques, d'aventures militaires. Il y a beaucoup de légendes que tu essayes de détricoter le plus possible, parce que quelquefois on sait, mais on a des sources un peu manquantes, ou en tout cas romancées. Mais il y a deux personnages dont je voulais parler, pour donner aussi envie aux lecteurs de lire les 10. Le premier, c'est Toyotomi Hideyoshi, qui est un samouraï qui vit dans la seconde moitié du XVIe siècle, si on fait le rapport avec notre chronologie, et que tu as appelé le Bonaparte japonais. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ou en quelques paragraphes la vie de Toyotomi Hideyoshi? Alors la formule n'est pas de moi, hein. Le Bonaparte japonais, en fait, c'est une formule du grand historien René Grousset, hein, et qui le désigne sous ce terme-là parce que c'est le grand conquérant, c'est celui qui va parvenir à réunifier le Japon après cette phase de chaos qu'est la période Sengoku. Alors il naît a priori en 1536, parce qu'on sait assez peu de choses sur le tout début de sa vie, qui s'est employé d'ailleurs à romancer de son vivant, hein. Il a largement contribué à tisser sa propre légende. C'est un fin politique, en plus d'être un grand général, et un esthète. Il est beaucoup de choses, ce Hideyoshi, qui est très laid, hein. Ça c'est ce qu'on sait de lui, ce qu'on tient pour certains, c'est qu'il est effectivement très vilain, on le surnomme le singe, enfin, son futur maître Nobunaga l'appelle Saru, le singe. Il est petit, il a les bras longs, il a le visage tout ridé. Dans le roman de sa vie, quand il Shiba Ryotaro, les autres villageois le traitent de prune marinée en moquant son visage ridé. Et donc il va lui arriver une série d'aventures rocambolesques, hein, dont on a beaucoup de mal à distinguer le vrai du faux. Mais il entre au service d'Oda Nobunaga, qui est l'homme qui va lancer le processus de fusion après le processus de fission. Il y a ces deux phases que Turnbull a bien distinguées entre la désagrégation du pouvoir central au début de la période Sengoku, et puis à la fin, on entre dans une nouvelle ère qui est amorcée, qui est initiée par Oda Nobunaga, qui est le grand chef de guerre, qui va réunifier d'abord le centre de l'archipel. Alors il agrège autour de lui un certain nombre de talents, de généraux. Il les distingue plutôt par leur mérite que par leur sens, qui est relativement nouveau à l'époque, et donc l'un de ces hommes qui va se hisser jusqu'au premier cercle, le plus proche de Nobunaga, s'appelle Tokichiro, hein, parce qu'en fait il va changer de nom. Beaucoup de ces grands personnages ont changé de nom à plusieurs reprises au cours de leur carrière. Il se fait connaître dans un premier temps sous le nom de Tokichiro, et je vais vous passer les innombrables noms par lesquels les identités par lesquelles il va passer, mais c'est sous le nom de Toyotomi Hideyoshi qui rentre dans l'histoire.
Alors, il entre dans l'histoire parce qu'à la fin, Oda Nobunaga, son prédécesseur, est assassiné par l'un de ses capitaines. Il avait un caractère assez colérique. Il semblerait que ça lui ait attiré quelques ennuis et pour des raisons assez confuses, peut-être une histoire de vengeance, peut-être simplement l'envie de le supplanter à la tête du pays. En tout cas, dans ce retour du pouvoir central à leur en gestation, un traître l'assassine. Hideyoshi, apprenant la nouvelle, alors que lui-même commande les armées Oda dans l'ouest du pays, fait faire volte-face à son armée. À marche forcée, il regagne la capitale Kyoto, où il écrase l'armée du Félon, il tranche la tête du renégat, vient la déposer sur la sépulture de son défunt maître. Donc il marque beaucoup de points politiques, hein, bien sûr, tout le monde comprend bien que c'est lui le vengeur, et qu'il se pose en successeur. Puis dans les années qui suivent, il va écarter, éliminer les successeurs légitimes de Nobunaga, c'est-à-dire ses fils en fait, qui ne parviennent pas vraiment à s'entendre, et lui il ne fait naturellement rien pour favoriser leur entente. C'est lui donc, qui sort vainqueur de ces jeux, de ces intrigues de pouvoir. Il écarte progressivement tous ses rivaux, et puis il va poursuivre, parachever l'œuvre de son maître, de son défunt maître, en réunifiant tout le Japon. Alors, il en finit avec la campagne de l'Ouest, du Chugoku, puis il fait envahir Shikoku, donc la petite île qui est comprise entre Kyushu et Honshu. Là, c'est peut-être que nos auditeurs ont repris une carte, se sont saisis d'une carte pour mieux comprendre la géographie du Japon. Enfin, il envahit d'abord Shikoku, puis une autre très grande campagne amphibie. À l'époque, c'est toujours un petit peu compliqué, lui permet d'envahir Kyushu. Et le processus de réunification prend fin avec le siège d'Odawara, qui est la dernière grande place forte à lui résister dans l'ouest du pays, près de Tokyo, hein. Toujours dans le Kanto. On revient aux origines, à la matrice des samouraïs, et avec la chute d'Odawara, le pays est donc réunifié sous la férule de Hideyoshi. Là, on est au tout début, on est en 1590. Donc entre 1582, la mort de Nobunaga, et 1590, le triomphe d'Odawara, en 8 ans, donc Hideyoshi a réunifié tout l'archipel. À la suite de quoi, il met à exécution un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps, puisqu'il en avait parlé à des missionnaires jésuites qui étaient de ses amis, et il avait sollicité en fait l'appui de la flotte, de navires portugais pour appuyer son projet d'intervention. Il ne souhaite rien moins que d'envahir le continent asiatique. Parce que s'il va échouer en Corée, hélas, en tout cas pour ses dessins, il échoue, son projet n'est pas du tout de conquérir la Corée, mais la Chine, et même l'Inde. En fait, il est entré vers la fin de son règne dans une espèce de délire mégalomane. On ne sait pas exactement quelle est la part de la maladie mentale, hein, puisqu'il semblerait quand même qu'il ait souffert d'une affection, qu'il ait été à demi-fou à la fin de sa vie. En tout cas, le fait est qu'il se lance dans un projet complètement pharaonique, celui de soumettre l'empire des Ming à sa volonté. Comme on peut l'imaginer, l'empereur de Chine n'entend pas de cette oreille, et il essuie donc une fin de non-recevoir, à la suite de quoi il déclare donc la guerre à la Chine. Et pour envahir la Chine, il faut passer par la Corée. Corée dont il espérait bien le concours, mais qu'il n'obtient pas. La première campagne de Corée se déroule très très bien sur Terre. Hélas, sur le front des opérations navales, c'est un petit peu moins brillant. Les redoutables vaisseaux tortues coréens anéantissent la flotte japonaise, coupent ses lignes de ravitaillement, et du coup, entre la contre-offensive chinoise, la guérilla coréenne et le harcèlement naval, le corps expéditionnaire japonais est bientôt réduit à des positions fortifiées sur la côte. Ensuite une longue période de négociation pendant laquelle Hideyoshi est un petit peu maintenu dans l'illusion qu'il va finalement obtenir gain de cause. Quand il se rend compte de la supercherie, il est furieux, il déclenche une nouvelle tentative d'invasion, une nouvelle invasion de la Corée, hein, qui est saccagée. Cette fois c'est le sud de la Corée qui est vraiment mis à sac, hein. C'est un souvenir très douloureux pour les habitants de la péninsule. Encore maintenant, quand on visite la Corée, on s'aperçoit des dommages irréparables qu'a causé l'offensive japonaise, et de la destruction d'un très grand nombre de monuments et de bâtiments nationaux. Et la fin de cette désastreuse expédition est signée par la mort de Hideyoshi, qui trépasse en septembre 1598. Le problème de Hideyoshi, c'est que son jeune héritier, hein, Hideyori, n'est pas du tout en âge de régner. Et donc ça va être tout le drame de la maison Toyotomi, dont les derniers rejetons disparaîtront avec la chute d'Osaka en 1615. Mais Hideyoshi, il a marqué le pays pour plusieurs raisons. D'abord, c'est son réunificateur, hein, c'est ce qu'on vient de dire, donc c'est évidemment pas rien. Ensuite, c'est un homme protéiforme, un homme qui est à la fois
C'est un Bonaparte aussi par son obsession compulsive du détail, par la somme, par la correspondance monumentale qu'il a laissée derrière lui. Certains historiens désigneront même son régime sous le nom de système du sceau rouge en raison de sa signature, donc du sceau qu'il a posé au bas de ses documents. Et cette somme colossale de documents, elle recoupe aussi bien des lettres à ses proches pour prendre soin du petit Hideyori, que des recommandations faites à tel seigneur très mineur sur tel front d'opération secondaire. Il est vraiment sur tous les fronts à la fois. Il sera aussi dramaturge à la fin de sa vie, puisqu'il se prend de passion pour le théâtre no, il compose des pièces, à sa propre gloire, il va sans dire. Cérémonie du thé, à laquelle il s'adonne, dont il deviendra un grand passionné, et dont il va aussi user à des fins politiques, en réunissant quelques grands seigneurs ou grands capitaines dans cette toute petite cabane de cérémonie du thé. On est dans une atmosphère un peu propice aux confidences, aux alliances. Donc il va très bien user de tous ces outils. C'est un homme sans doute très brillant, hein, pour enfanter, en tout cas être l'un des pères fondateurs du Japon moderne, grâce à cet héritage dans toutes sortes de registres différents. On va parler d'un second samouraï, on va pas faire les 10, mais on en a choisi 2. Ce second samouraï, c'est Miyamoto Musashi, qui vit à la fin du XVIe et pendant la première moitié du XVIIe siècle. Là, ton chapitre s'appelle Duel au soleil, parce qu'avant de devenir un samouraï philosophe, Musashi a été un duelliste exceptionnel, une sorte de d'Artagnan samouraï, et c'est, comme tu me l'as dit, le samouraï le plus connu dans le monde. Oui, Musashi, c'est une figure extrêmement populaire, hein, sans doute le samouraï le plus célèbre au monde, celui dont les aventures aussi ont largement contribué à populariser le personnage du samouraï à travers le monde, hein, notamment sous la plume de Yoshikawa Eiji, qui en tire un merveilleux roman au cours des années 30, sur lequel on reviendra, parce qu'il n'est pas non plus aussi dénué de controverses. Musashi, c'est on suppose qu'il est né en 1584, mais tout comme pour Toyotomi Hideyoshi, les premières années de sa vie sont assez nébuleuses, hein, sont encombrées de beaucoup de légendes. Lui-même n'est pas très clair dans ses propos. En tout cas, ce qu'il écrit ne corrobore pas nécessairement ce qu'on peut savoir par d'autres sources. Il dit avoir livré la bataille de Sekigahara, qui est donc cette bataille emblématique dont on a parlé tout à l'heure, qui fait un peu la charnière entre l'époque Sengoku et ce qu'on appellerait l'époque moderne. Il la livre du mauvais côté, hein, c'est-à-dire du côté des vaincus. Il est, semble-t-il, laissé pour mort, mais il va s'en tirer, et doué sans doute d'une force de la nature assez remarquable, hein, puisque ce qui ressort quand même de sa vie et de son parcours de duelliste invaincu, c'est qu'il devait être vraiment un personnage d'une force et d'une stature impressionnante. En tout cas, il a impressionné ses contemporains. Et donc il va connaître une espèce de parcours de chevalier errant. Le mythe en a fait ce Mushashugyo, ce Shugyosha, c'est-à-dire cet étudiant de la voix qui chemine à travers le Japon en redressant les torts, surtout. On aimerait, mais en recherchant surtout une place de maître d'armes, puisque nous sommes au début du XVIIe siècle, la paix est revenue, et donc un très grand nombre de samouraïs se retrouvent un peu privés d'emploi. Certains sont même privés de maîtres, hein, qui ont été tués à la bataille, ou qui ont été dépossédés de leurs terres, ou condamnés à la suite de leur mauvais choix politique à la bataille de Sekigahara. Et donc Musashi, comme des millions de ses contemporains, en tout cas des centaines de milliers, se retrouvent un peu jetés sur les chemins, à espérer être embauché en qualité de maître d'armes auprès d'un seigneur. Mais les places sont rares et convoitées. Alors il cherche à se mettre en valeur. Il semble quand même que ça a été un duelliste absolument remarquable, mais il échoue à se faire embaucher par la maison shogunale, puisqu'il briguait la charge d'instructeur de la maison du shogun, de la maison Tokugawa, qui avait déjà à son service 2 instructeurs prestigieux. Il espérait être du nombre. Il va retenter sa chance quelques années plus tard et échouer de nouveau, mais entre-temps il aura connu des fortunes diverses dans différentes expériences, mais il reste, en tout cas le dit-il, invaincu sur le champ de bataille. Jusqu'à un grand duel qui l'oppose à une autre fine lame de son époque, et à la suite qu'il remporte, mais à la suite duquel il se retire pour un temps. Il finit par rentrer au service d'un seigneur assez puissant, le seigneur du clan Hosokawa, dans le sud-ouest du Japon, sur l'île de Kyushu, où Musashi repose
pour l'éternité. Et c'est là donc qu'il se retire vers la fin de sa vie dans une grotte pour coucher sur le papier sa philosophie de vie, qui deviendra le Gorin no Sho, donc le traité des 5 roues, mondialement connu désormais, un des textes essentiels de la philosophie du zen, mais qu'on reprend également sous des formes les plus diverses, y compris dans des traités de management. Enfin, on ne compte plus les récupérations de la pensée de Musashi, plus ou moins heureuses d'ailleurs. Musashi est aussi un esthète, hein, c'est aussi un peintre, hein, on lui connaît quelques calligraphies et peintures plutôt intéressantes, dont un autoportrait bien connu également. Ce qui est intéressant avec Musashi, ça n'est pas tant le personnage historique que la figure qu'il va devenir dans l'imaginaire populaire japonais. S'il n'a pas laissé un souvenir impérissable à ses contemporains, il marque suffisamment l'époque de son empreinte pour ressurgir dans des estampes un siècle plus tard, pour ressurgir surtout sous la plume de Yoshikawa, et alors là c'est vraiment le coup d'envoi d'une espèce de popularité planétaire, et aussi d'un personnage, d'une controverse, d'une polémique qui entoure le personnage de Musashi. Si la controverse bat son plein, c'est parce que le roman est publié dans les années 30. Alors c'est l'époque où naturellement le Japon s'est largement militarisé, a entamé son aventure coloniale, voire ses guerres de conquête en Asie continentale, et donc Musashi, en devenant un personnage très populaire, contribue très largement à la militarisation de la société japonaise. À travers lui, ce sont les valeurs du samouraï qui sont une nouvelle fois diffusées auprès des jeunes écoliers, des étudiants, qui s'imaginent tous être désormais un petit Musashi en puissance. C'est ce qui est intéressant chez Musashi, c'est la façon dont le personnage est complètement récupéré, et en même temps c'est un récit très attachant, quoi. Enfin, moi c'est un bouquin dont je reste vraiment un très grand fan. Faut pas le percevoir comme une espèce de manuel du petit belliciste japonais, parce que c'est pas du tout de ça qu'il s'agit, mais le fait est que cette espèce de soif de perfection, d'autodiscipline, de renoncement à tous les plaisirs de la vie en faveur de la quête de la perfection martiale, c'est quand même un trait caractéristique du Bushido, et puis qui va être largement instrumentalisé pour mettre la société en état de guerre, quoi, la société japonaise en état de guerre.